Hello, c'est Joanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point lecture sur une partie de mes lectures du mois de février. La première partie de l'update du mois de février est déjà en ligne. La seconde partie, c'est celle d'aujourd'hui et la troisième partie arrivera dans plusieurs jours. Donc je vous souhaite un bon moment en ma compagnie et n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres que je mentionne vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas, ou tout simplement à me dire s'il y en a qui vous tentent, je suis très curieuse. J'ai lu le premier opus de Les démons du crépuscule, Marché diabolique de Jenna Wolfhard, publié dans la collection Féline des éditions du Chat Noir, qui est une toute nouvelle collection qui va contenir des romans d'urban fantasy, un genre que j'adore. Dans cette histoire, on y suit Mia, une jeune femme qui n'a plus rien si ce n'est sa meilleure amie, mais en restant avec elle, elle la met en danger. Alors, comme elle ne veut pas être un poids pour les autres, Mia va accepter le marché que va lui proposer Asmodeus, un homme très mystérieux, et elle n'imaginait pas que, en acceptant ce marché, elle risquait d'y perdre la vie et peut-être son âme. Alors moi personnellement j'ai dévoré ce premier opus qui nous plonge direct dans l'action. C'est une histoire qui se dévore, on a un récit addictif et des personnages très charismatiques. Et je sais pas vous mais moi les personnages charismatiques ça fait vraiment toute la différence dans une histoire, que ce soit du côté des méchants comme du côté des gentils. Ça apporte toujours ce petit plus. On a vraiment tous les éléments qui sont réunis pour captiver le lecteur. C'est un récit où il y a de nombreuses créatures fantastiques, on les découvre au fil des pages, on a énormément d'action, on a de l'amitié et quelle amitié quoi, c'était vraiment très fort, c'était hyper agréable de voir la relation qu'a Mia avec sa meilleure amie et surtout on a une romance enemies to lovers et moi c'est ce que j'adore dans mes lectures, vous le savez, j'aime beaucoup quand il y a de la romance dans les univers de fantasy et quand il y a du enemies to lovers. Mais alors là, c'est le combo parfait. Surtout que ici, on est dans une histoire où on a des anges, on a des démons, on a des loups-garous, on a des vampires. On a vraiment toute une société avec énormément de créatures fantastiques. Donc croyez-moi que l'action ne manque pas. Et j'ai adoré les personnages principaux, Asmodeus et Mia. Ce sont des personnages qui ont énormément de caractère et faut le dire, hein, ça fait vraiment tout. On a de belles réparties à travers les dialogues, de jolis punchlines. On a des personnages qui ne se laissent pas faire et qui essaient de comprendre tout ce qui se passe autour d'eux. Après, au niveau des personnages, on reste quand même assez en surface parce que on est dans un premier tome qui est très introductif. On nous parle du présent, on nous fait de brèves citations sur le passé, mais celui-ci n'est pas hyper développé et j'espère que dans les tomes qui suivront, et c'est même certain, on va aller plus loin dans les secrets qui font que aujourd'hui c'est un petit peu la cata. Parce que oui, si c'était pas la cata, il n'y aurait pas d'histoire. On a vraiment un récit incroyable qui met les anges et les démons en avant, mais de manière très nuancée, c'est-à-dire que les anges ne sont pas tout blancs, les démons ne sont pas tout noirs. On est vraiment dans des nuances de gris et j'adore ça. Et j'ai très hâte de voir ce que va donner la suite de cette collection parce que franchement, ce premier tome, il se bouffe tout seul. J'ai lu Romancez-moi de J.C. Stenier, qui est une romance, une petite comédie romantique au top. Je me suis bidonnée, je suis passée du rire aux larmes avec cette petite comédie romantique. J.C. Stenier, moi je l'ai rencontré dans la littérature avec des romances historiques et notamment une saga qui est quand même assez trash niveau romance historique et là, je l'ai découvert dans un tout autre registre et c'était quelque chose. Alors, de quoi ça parle? On va suivre Claudie et Romain. Ils sont en couple depuis des années, mais la communication n'est plus là. Ils ont 2 enfants. Lui est avocat de très grande renommée et ils ont convenu que pour raison pratique, étant donné que lui gagnait très bien sa vie, elle resterait à la maison à s'occuper des enfants et de la maison, bien entendu. Sauf que Claudie,
elle s'ennuie et elle aspire à autre chose dans sa vie, qu'être la femme au foyer parfaite, attendre son mari avec des bons petits plats, aller à ses rendez-vous d'affaires, enfin au bout d'un moment elle en a ras la casquette. Et donc un jour il y a sa fille qui va arriver avec un petit livre de littérature et elle va faire papa, jeune fille, c'est quoi que tu tiens dans la main là? Et en fait c'était un livre de romance érotique. En confisquant ce livre, je sais pas pourquoi, mais Claudie va l'ouvrir et elle va commencer à le lire par curiosité et elle va adorer. Et du coup, sachant qu'elle avait toujours rêvé de devenir écrivaine, elle s'est dit bon, bah ça y est, je vais écrire ce genre de romance à mon tour, je vais réaliser mon rêve. Sauf que Romain est pas très friand que sa femme écrive et encore moins de la romance. Pour lui, c'est clairement un sous-métier. Donc autant dire que leur divergence d'opinion, leur divergence au niveau de leur choix de vie va créer de nombreux rebondissements. Moi, je suis vraiment tombée sous le charme de cette romance. On a une plume piquante comme JC sait bien le faire. Pour ceux qui connaissent cette autrice, elle a un humour qui est très reconnaissable et cette plume avec cette histoire en était imbibée et j'ai adoré. C'est très différent de ses précédents écrits, mais j'ai l'impression qu'en fait JC elle a mis une grosse partie de sa personnalité dans le roman et ça c'était vraiment très chouette. Lors de ma lecture, comme je vous ai dit, je suis passée du rire aux larmes et aux larmes du rire, puisque franchement on avait de l'émotion de tous les côtés, on avait un humour assez noir par moments, mais moi j'ai trouvé ça excellent à travers toutes ces punchlines, à travers l'histoire de notre personnage principal qui est Claudie, à travers sa vie de couple. On a une thématique qui fait réfléchir, c'est la communication. Et on comprend que suite à des divergences d'opinion, mais aussi un manque de communication et une incompréhension parce qu'on n'emploie peut-être pas forcément les bons mots, les bonnes phrases, on n'a pas forcément la bonne attitude quand on prononce certaines choses, et tout peut partir en sucette. On a des protagonistes qui font réel, on n'a pas de personnages parfaits. Tous deux, ils ont vraiment leurs qualités et leurs défauts et les deux sont vraiment dépeints devant nos yeux. C'est-à-dire qu'on n'en préfère pas forcément un à l'autre. On se dit mais mince, t'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, tu t'es peut-être mal exprimé. Oui mais lui il pense ça du coup. Et donc on est loin du cliché des personnages parfaits. Et ça c'est un aspect que j'apprécie beaucoup parce que j'ai souvent l'impression qu'on a tendance à faire de l'idéalisation concernant les protagonistes principaux que l'on suit dans les romans. Il y a un petit plus qui devrait plaire aux addicts de la littérature dans ce roman, c'est qu'on a une immersion dans le monde littéraire avec l'édition, parce que Claudie, elle va écrire son roman, mais elle va aussi galérer pour pouvoir faire publier son livre, et on va suivre vraiment tout ce parcours-là. Romancez-moi, c'est vraiment une lecture parfaite pour se changer les idées et pour les adeptes des comédies romantiques. J'ai écouté sur Audible Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, le premier opus. Il était dans les Audibles en écoute gratuit quand on est abonné, où il n'y avait pas besoin de crédit audio. Et ça faisait un moment que je voulais découvrir cette saga d'Urban Fantasy que beaucoup parlaient. Et je vous avoue que si j'ai passé un bon moment, j'ai pas eu l'engouement que tous les gens peuvent avoir. Alors après, c'est une saga qui est sortie il y a un certain temps déjà, et de ce fait, j'ai lu énormément d'Urban Fantasy depuis, et donc il y avait cet aspect déjà vu, même si Rebecca Keane n'était pas forcément dans cet aspect déjà vu quand on le lisait à l'époque. Alors Rebecca, c'est qui? C'est une sorcière en disgrâce, elle vit tranquillement au milieu des humains avec sa fille parce que personne ne doit savoir qui elles sont, on ne doit pas la retrouver, et surtout le père de la fillette est un vampire, je crois, si je me souviens bien, de grande renommée, et faut pas qu'il mette la main sur sa fille. Donc elles vivent tranquillement dans une ville, sauf qu'il y a un souci, c'est que dans cette ville,
Il y a énormément de créatures surnaturelles et ça va poser quelques problèmes. Rebecca va être embarquée dans ces problèmes malgré elle et cela risque de mettre à mal leur couverture. Même si je vous ai dit que pour moi c'était une histoire déjà vue et que je m'attendais à autre chose au vu de l'engouement, j'ai quand même passé un super moment lecture. Je sais pas si je continuerai la saga avec tous les opus. Pour le moment, je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une saga de Beat Lit où il y a énormément d'action, il y a pas mal de romances, on a une héroïne badass, on a de nombreux secrets, donc on a vraiment tous les ingrédients qui sont réunis pour ce genre. Mais si l'ensemble forme, comme je vous ai dit, un mets de qualité, j'avais envie de nouveauté et cette nouveauté je ne l'ai pas trouvée dans cette lecture là. On a de l'humour, on a de l'action, on a un petit côté un peu pimenté, mais c'est du déjà vu, c'est du déjà lu. Mais après j'ai apprécié découvrir un large panel de personnages et par contre ça c'est chouette parce qu'on a diverses communautés au sein de ce roman qui vont apparaître en fonction des créatures et ça c'est vraiment très chouette et on voit que selon les communautés le mode de vie diffère totalement et tous les personnages sont très travaillés et ils ont un rôle à jouer dans l'histoire, ils ne sont pas là que pour faire de la figuration et ça c'est vraiment très cool. Je pense que si j'avais lu ce roman à sa sortie, je l'aurais adoré et je l'aurais mis dans mes coups de cœur. Aujourd'hui, c'en est pas un parce que j'ai lu plein de choses qui se ressemblent, mais à l'époque, ça aurait sûrement été un coup de cœur, je pense, au vu de mes goûts tel qu'il était. Là, je suis encore en pourparlers avec moi-même pour savoir si est-ce que je lis la suite ou pas, sachant que, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, j'ai une pile à lire qui est quand même assez grande. J'ai le luxe de pouvoir choisir facilement mes lectures, donc est-ce que je tente le tout pour le tout avec cette saga et je continue, ou est-ce que je passe à autre chose pour pouvoir découvrir des choses que je n'ai peut-être pas déjà vues, et ça c'est important. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu la saga dans son entièreté ou que vous êtes bien avancé dans la saga, ce que vous en pensez et est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas cette lecture. J'ai lu le premier opus de la duologie des Royaumes Immobiles de Ariel Holz, La Princesse sans visage, et on est sur une lecture qui est un presque coup de cœur. J'ai été complètement absorbée par ce roman. Alors qu'est-ce que c'est les royaumes immobiles? Ce sont des royaumes qui sont dirigés par 4 monarques afin de maintenir une énergie magique. Par exemple, on a un monarque pour la saison de l'automne, un monarque pour l'hiver et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Comme le trône de l'automne, il est vacant depuis de très nombreuses années suite à des guerres qu'il y a eu, il va falloir trouver un remplaçant parce que l'énergie a du mal à se maintenir et il faut choisir qui l'occupera. Donc c'est là qu'on va faire la connaissance de Ivy qui est la fille cachée du roi de l'automne et donc pour obtenir le trône de son père, elle va devoir participer à une compétition qui opposera cette jeune femme parce que les dirigeants des différents royaumes ont décidé qu'il fallait que ce soit une femme qui prenne le pouvoir. Ce livre, il est enchanteur. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir en plongeant dans les royaumes immobiles. On a un roman avec une prose incroyable, c'est poétique et la magie est rendue encore beaucoup plus mystérieuse qu'elle ne l'est déjà. Personnellement, j'ai apprécié découvrir l'univers en même temps qu'Ivy, qui est une jeune femme belle à mourir. Pourquoi c'est une belle à mourir? Puisqu'il faut savoir que ses ancêtres ont été maudits et de ce fait, la malédiction est que toutes les personnes pouvant voir leur visage meurent et deviennent fous en fait, tellement... en fait, ils deviennent fous avant de mourir tellement le visage est beau. Voilà, et donc elle, pour protéger les autres, elle ne doit absolument pas montrer son visage. À travers ce passif, on sent que l'histoire d'Ivy est remplie de zones d'ombre. Et personnellement j'ai encore envie d'en savoir plus parce que c'est très intriguant. On a une narration qui nous plonge dans une ambiance farfelue, remplie de chimères. On a une histoire qui m'a fait penser à Nevermore.
de Jessica Tenzin, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'imaginaire. Autant vous dire que Nevermore m'avait beaucoup plu alors que je ne suis pas très roman jeunesse. Alors là, en young adulte, j'ai complètement été charmée. On a un récit qui se concentre sur le trône vacant et sur les épreuves que doivent parcourir nos candidates. Des épreuves qui sont assez particulières. Je ne sais plus ce que je disais, je viens d'être coupée par un appel important. Du coup, je disais qu'on a, je crois, un récit qui se concentre sur le trône vacant, sur les épreuves qui tournent autour de celui-ci. Et Arielle Holz nous en dévoile assez peu sur le monde, qui fait que on en connaît très peu au niveau de l'univers, du fonctionnement politique, du fonctionnement social, de à quoi ressemble ce monde en tant que tel, et j'ai très envie d'en apprendre plus, et j'espère que dans le tome 2 ce sera le cas. Cependant, j'ai quand même très envie de découvrir la suite, puisque l'ambiance est vraiment incroyable, et personnellement moi j'ai été charmée par ce que j'ai commencé à découvrir sur les royaumes immobiles, et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un univers qui se développe encore plus. J'ai eu un petit début de coup de cœur pour le premier opus de Palisade Park de Maloria Cassis, qui est une romance incroyable avec des airs de Melrose Place. On arrive dans une résidence qui est toute neuve à LA et qui va accueillir ses habitants. Les rencontres vont s'enchaîner, les amitiés vont se créer, et là on va faire la connaissance de Lee, une des nouvelles habitantes, qui espère arriver à s'adapter au climat de Los Angeles parce que ses parents sont de Chicago et elle a toujours vécu auprès d'eux, mais elle avait besoin de prendre son envol et de se créer une nouvelle vie. Et pour oublier en plus son ex qui l'avait trompée, elle va s'inscrire sur une application de rencontres, et elle espère faire des rencontres assez sympathiques qui pourront amener à une relation sérieuse, parce que elle ne veut pas d'un homme juste pour un petit coup d'un soir, et pour elle, la fidélité est vraiment le critère le plus important. Autant dire que son profil était assez ennuyeux. Matthew, son nouveau voisin, qui a vu que Lee était sur cette appli, étant donné que lui l'utilise, va lui faire remarquer. Et Matthew, lui, il souhaite juste profiter de la vie, il n'a pas forcément envie d'avoir une relation sérieuse, et donc pour lui l'application lui sert juste à avoir des coups d'un soir. Et Lee va lui faire remarquer que son profil est un peu trop volage, que ça montre quelqu'un de superficiel, sachant que il est en mode sauveteur en mer sur sa photo de profil. En soi, rien de mal puisqu'il est sauveteur en mer, mais il se sert un petit peu de l'apparence de ce métier pour pouvoir draguer encore plus. Et donc tous deux vont s'entraider à mettre leur profil à jour afin de trouver leur match, sauf qu'ils vont se faire prendre à leur propre jeu, vous vous en doutez bien, l'histoire tourne autour de ça. Pour moi, cette romance c'était un petit bonbon parce qu'elle était douce, elle était agréable à lire, il y avait de l'humour, et puis Palisade Park c'est une résidence où on a vraiment une atmosphère familiale et amicale, tout le monde se connaît, on a ce petit côté un peu commérage qui vend de bon train, on se croirait vraiment dans un petit village, vous savez, où on connaît tout le monde, on sait tout de tout le monde, c'est assez drôle. On a une ambiance qui est très cocooning, et puis Lee et Matthew, ce sont deux personnages qui m'ont touchée de par leur vécu et leurs valeurs familiales. Matthew vit pour sa grand-mère, Lee a une importance assez forte aux valeurs de la famille, notamment parce que c'est une enfant qui a été adoptée et que ses parents adoptifs ont tout fait pour elle. Tous deux sont très différents, et en même temps ces deux personnages sont à la fois complémentaires. Il y a une amitié qui se crée, et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas tout de suite dans la romance, on est vraiment dans le fait qu'il y ait des liens forts qui vont se tisser. Et bien entendu, vous vous doutez de comment ça va se terminer, parce que c'est une romance, il n'y a pas de suspense. On a des interactions entre les voisins qui m'ont fait mourir de rire, et on a aussi la preuve que la vie en collectivité n'est pas toujours facile. Maloria Cassis, elle a également glissé un petit
petit clin d'œil à une de ces sagas de romance précédentes, Cooper Training, et ça m'a enchantée, j'ai adoré ça. Par contre, si vous souhaitez lire Cooper Training, je vous conseille de le faire avant Maloria Cassis, il y a un léger spoil. Si vous souhaitez pas le lire, bah foncez lire Palisade Park. C'était vraiment un premier tome du tonnerre et bon, j'ai déjà lu le tome 2, le tome 3, je viens juste de le recevoir en SP numérique de la part de Hugo, donc je vous parle de la suite très prochainement. Je termine par une romance. Et le reste de mes lectures, je vous les présenterai dans un autre point lecture dans 1 ou 2 semaines. Je sais pas encore quand est-ce que je vais poster la vidéo. Il s'agit de To Choose Love de Narelia L. Et là, on est dans une romance hivernale. On va y suivre Chiara, qui est une jeune femme qui est amoureuse de sa liberté, elle ne veut absolument pas avoir un petit ami dans sa vie, elle l'exècre vraiment tout ce qui touche aux relations de couple, c'est vraiment une femme qui aime avoir des coups d'un soir. Elle vit également pour son travail et il y a un nouveau boss qui arrive, qui a repris l'entreprise. Entre eux, ça va être assez électrique, on a une rencontre assez rocambolesque et quand elle va découvrir que ce nouveau boss c'est le témoin du futur mari de sa meilleure amie qui est comme sa sœur, elle est au bout du rouleau sachant qu'elle est également témoin de sa meilleure amie. Ils vont devoir se voir en dehors du boulot et comment faire pour séparer la vie privée de la vie professionnelle quand il y a une attirance entre les deux, que lui aimerait avoir une relation sérieuse avec elle et qu'elle ne veut rien avoir avec lui si ce n'est peut-être un petit coup comme ça, mais elle ne peut pas parce que bah ils se connaissent sur les deux côtés de la vie d'une jeune femme. Enfin bref, c'était rocambolesque à souhait, j'ai adoré. Dès les premières lignes, cette petite romance, elle a su me séduire. Je regrette juste qu'elle ne soit disponible qu'en format numérique pour le moment. Peut-être qu'un jour on la trouvera en format papier, je ne sais pas, parce que c'est publié dans le cadre de Fixia, la plateforme d'auto-édition de Hugo. Et donc, avec ce petit roman, on rentre directement dans le vif du sujet. On est direct plongé dans la rencontre entre Chiara et Stephen. Et on n'a vraiment pas de description qui nous immerge, qui tourne autour du pot. C'est directement l'arrivée du nouveau patron qui fait jaser et il y a plein de scènes cocasses qui arrivent suite à ça. Et Chiara et Stephen, ce sont deux personnages qui sont bornés autant l'un que l'autre et donc il y a un petit côté divertissant avec le je vais te convaincre que tu as tort quitte à me brûler les ailes, et j'ai adoré ça. Le petit côté enemies to lovers, le petit côté boss employé, j'adore. Les deux combinés, c'est juste pépite. On a une histoire qui met aussi beaucoup en avant les valeurs familiales et amicales. On a une dynamique qui est très profonde avec des sujets touchants. Mais par contre, la fin m'a un peu fait lever les yeux au ciel. Les comportements de nos protagonistes étaient un peu exagérés suite à certaines situations. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Et donc, bon... Ça faisait du drama pour faire un peu du drama et ça c'est un élément que j'aime un peu moins. Mais hormis ça, j'ai passé un super moment de lecture avec cette petite romance hivernale. Et puis l'entreprise de nos héros est une entreprise qui est une marque de ski. Alors j'y connais rien en marque de ski, donc je ne pourrais pas dire si c'est une marque réelle ou pas, mais je pense que c'est une marque totalement inventée. Et donc forcément, on est vraiment plongé au cœur des sports d'hiver et de cette ambiance-là. C'était vraiment très chouette. Voilà, ce sera tout pour le point lecture du jour. J'espère qu'il vous aura plu. C'était surtout centré sur de la fantasy plus urbaine et de la romance, mais bon, voilà, il y a des périodes où j'ai plus envie lecture que d'autres, et puis je fais aussi en fonction de mes services de presse. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre qui vous tente parmi tout ça, si vous les avez lus ou pas. N'hésitez pas à me mettre des petites couronnes pour les royaumes immobiles en commentaire si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.